Plaisir d'accueillir Jean-Charles Levesque, syndicaliste depuis longtemps, qui a plusieurs casquettes. La casquette encore de universitaire, puisqu'il est professeur émérite au CHU de Bordeaux, mais qui est aussi un chirurgien libéral à temps complet. Donc, il va nous parler un petit peu d'un sujet, vous verrez, très, très intéressant. C'est en deux mots, enfin en deux mots, en plusieurs mots, est-ce qu'il nous restera encore des chirurgiens orthopédiques bien formés en France? Voilà. Je lui laisse donc la parole. À toi, Jean-Charles. Merci beaucoup, François. C'est effectivement un sujet qui touche les médecins en général, mais qui va toucher les orthopédistes. Et donc, le sujet est un petit peu provocateur aujourd'hui, mais c'est pour prévenir un peu ce qui peut arriver demain. Donc, est-ce que nous aurons encore des chirurgiens orthopédiques dans 20 ans? En fait, c'est demain. Et je tiens à remercier Frédéric Dubrana et Pierre Mansat qui m'ont aidé en me donnant des PowerPoint sur le nombre des professeurs et autres universitaires qui ont quitté l'hôpital et un peu sur la qualité de vie des universitaires. Donc je les associe à cette présentation. C'est une question étonnante quand on a 1710 orthopédistes validant orthorisque en France, mais il y a, si on compte tout le monde, 3700 orthopédistes déclarés. C'est les sources de santé.gouv et du Conseil national des médecins. Les hôpitaux, ils ont des postes vacants en orthopédie, mais le ratio national chirurgie-population, il est de 1 chirurgien pour 20 000 habitants. Ce qui est un ratio à peu près correct aujourd'hui par rapport aux autres pays européens. Le bilan de la situation actuelle. Il y a des disparités régionales très importantes avec l'héliocentrisme et puis la thalassa attraction. Beaucoup de médecins vont s'installer dans le sud et d'autres se rapprochent de la mer, quelle qu'elle soit d'ailleurs, la mer du Nord ou la mer Atlantique, l'océan Atlantique ou la Méditerranée. Et globalement, on a un chirurgien pour 20 000 habitants. Les chirurgtos et le temps de travail. Alors, c'est une question qu'il faut aborder parce que ce qu'on entend par temps de travail. Des années 90 à 2015, il y a eu une féminisation de plus en plus forte de la médecine, en général, et cette féminisation s'est accompagnée, c'est un fait, d'une recherche d'emploi salarié plus que libérale. Bon, il faut savoir que les orthopédistes sont beaucoup plus en libéral qu'en salarié, car le travail à temps partiel se fait souvent à 60 ou 80% et il est privilégié par les femmes. Ça, c'est de manière globale dans le système de santé français. Pour la chirurgie orthopédique, en 2022, le taux de féminisation des chirurgiens orthopédiques et traumatologues est seulement de 9%. Et on voit que ça augmente très régulièrement. Donc, s'il y a des problèmes de nombre en orthopédie aujourd'hui, ce n'est pas la faute des dames, c'est que les hommes en sont responsables, car ils représentent 91% des effectifs en 2023. Donc, on ne peut pas incriminer quelqu'un d'autre. Les hommes sont responsables du problème. Les chirurgopédistes et le mode d'exercice. L'évolution du mode d'exercice, on le voit de manière globale. C'est en 2022, 23% dans les hôpitaux, 52% sont libéraux et 25% sont mixtes. Et dans la moyenne des médecins, vous voyez, c'est un petit peu différent. Il y en a plus dans les hôpitaux et un peu moins de libéraux, mais ça reste quand même majoritaire. En fonction de l'âge, eh bien, on voit que la moyenne d'âge des chirurgiens orthopédistes et traumatologues est de 51 ans. C'est quand même assez avancé. Alors que si on prend la partie féminine des orthopédistes, elle n'est que de 42 ans, puisqu'ils sont rentrés beaucoup plus récemment dans la profession. Pour les autres médecins, c'est 51 ans aussi. En toute logique, la part des femmes va augmenter vu le nombre de médecins orthopédistes femmes qui sont dans les CHU, compte tenu de la démographie des étudiants en médecine en deuxième année aujourd'hui, si on remplit toujours tous les postes. Je vous rappelle pour mémoire qu'en pharmacie, par exemple, à l'université de Bordeaux, il y a 150 places d'étudiants en pharmacie en deuxième année et il n'y a que 80 étudiants. Les autres ne sont pas là, ils n'ont pas choisi pharmacie. Et on a ça dans d'autres spécialités. Quel avenir pour l'orthopédie? Eh bien, il faut faire des simulations pour le futur. Donc, le nombre de chirurgtos, 11% d'augmentation au cours des dernières années. Donc, c'était plutôt favorable.
sur la base des étudiants déjà dans le circuit, c'est-à-dire les internes qui débutent l'orthopédie en 2023 et donc qui vont sortir avec 5 ans plus 1 ou 2 ans en plus, 2 ans s'ils veulent faire du secteur 2. Et donc, les chiffres que l'on va voir, c'est pour 2030. Maintenant, on va parler de 2030. Et en 2040, eh bien, il faut continuer à former des orthopédistes. Or, le nombre de formateurs diminue. Le nombre d'internes d'orthopédie est stable, c'est 120 par an. Il n'y a pas d'augmentation. On augmente les médecins généralistes, mais pas les orthopédistes. La population augmente et la population âgée augmente beaucoup. Il faut donc produire plus d'orthopédistes parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes âgées. Tout le monde le sait. À partir de 2040, et ça sera le point le plus culminant en 2050, cette population âgée va devenir prédominante. D'ailleurs, il y aura un problème pour le paiement des retraites. Car la population augmente, mais la pathologie aussi. Et on a moins de formateurs. Et on a moins de temps de travail par orthopédiste formé. Donc, cette citation vient du livre de Frédéric Dubrana, Signification du corps en chirurgie. Quelques idées générales. Opérer, ce n'est pas un geste mécanique, c'est un choix humain qui, contrairement à ce que l'on pense, est unique au moment de la décision. Un choix humain dont les conséquences morales et physiques sont très fortes. Eh bien, on constate que le stress engendré par ce choix permanent tous les jours entraîne une surmortalité des chirurgiens. Si on regarde l'index de mortalité des cadres ou des professionnels intellectuels, il est de 0,6, c'est l'ISM. Et si on regarde celui des chirurgiens, il est le même que celui des ouvriers, c'est 1,2. Les ouvriers, c'est plus pour la fatigue physique. Les chirurgiens, c'est beaucoup plus lié au stress. D'autres idées générales. Est-ce que les chirurgiens sont en bonne santé toute leur vie? Et donc, ça a été analysé. Eh bien, on voit que les chirurgiens, par rapport à la moyenne de la population, ils ont 6 ans de moins pour les hommes, 9 ans de moins pour les femmes. C'est donc vraiment un métier à risque. Donc, même si on est formé, de toute façon, on mourra plus tôt. On est en forme, pas assez, et il meurt plus jeune. On n'en forme pas assez et il meurt plus jeune. C'est une étude qui a été faite. Juste un petit commentaire sur ta diapo d'avant. Là, j'ai remarqué que les anesthésistes n'étaient pas trop stressés, on le savait. Oui. Enfin, en fait, les anesthésistes ont un biais, c'est le taux de suicide qui est très élevé. D'accord. Okay. Donc, travailler jusqu'à la mort, au Royaume-Uni, il y a une augmentation du risque des causes de mortalité pour les hommes, pour plus de 55, qui travaillent plus de 55 heures par semaine, comparé à ceux qui travaillent 35 à 40. Et ce risque est très élevé, et donc en particulier pour les maladies cardiovasculaires. Donc c'est prouvé dans une étude du Royaume-Uni. Vous savez qu'au Royaume-Uni, tout le monde est salarié du système de santé, la NHS, et donc ils ont des statistiques qui sont très bien faites. Le burn-out, ça c'est un travail qui a été fait par OrthoRisk, mais également par la Sofcot, et c'est quelque chose qui a été fait également par les Américains, et cette étude montre que la moitié des participants allaient encourager leurs enfants à faire de la chirurgie ou une spécialité médicale parce qu'ils considèrent que c'est une spécialité beaucoup trop stressante avec une qualité de vie qui s'amoindrit au fil des années. Donc, on en aura de moins en moins. Le mythe du médecin idéalisé a disparu. Est-ce que les chirurgiens orthopédistes français sont affectés par le même burn-out? Eh bien, ici, on voit que 39% ont signalé des signes de burn-out et 10% étaient en statut de burn-out sévère. Et cette étude a été faite au moment juste avant la pandémie. Que doit-on faire pour sauver les soldats orthopédistes? Il faut former plus de chirurgiens orthopédistes pour une raison simple, il faut produire plus d'orthopédistes car la population augmente, mais la pathologie aussi, et on a moins de formateurs, moins de temps de travail par orthopédiste formé. Pourquoi est-ce qu'on a moins de formateurs? Eh bien, que se passe-t-il? Aujourd'hui, on fabrique
120 internes d'orthopédie par an, c'est ce qui est autorisé. La formation théorique, elle peut être assurée sans problème grâce aux cours en ligne, hein, qui sont souvent mieux que des cours bâclés à la fac ou faits par le dernier CCA arrivé, voire l'interne en repos de garde, surtout pour aller faire des cours à l'université. Donc ça, il faut que ce soit bien fait, mais la formation théorique aujourd'hui, ce qui existe en ligne, est vraiment d'excellente qualité. Il ne faut pas qu'on s'inquiète de ça. Il ne faut pas faire des enseignants, des formateurs pour faire la théorie. La théorie, elle existe, il faut la mettre à jour, mais elle est très, très bien faite. Le problème, c'est la formation pratique. C'est le très gros point faible. Il faut des staffs bien faits pour discuter des dossiers. Il faut un entraînement manuel qui soit contrôlé. Un professeur d'orthopédie ne peut pas contrôler 5 internes et 2 chefs de clinique en même temps. C'est du travail qui se fait au corps à corps, si je puis dire. L'interne, c'est le bouche-trou, c'est la variable d'ajustement dans le système actuel. Par les carences paramédicales, on manque d'infirmières, donc évidemment, il y a tout un tas de dossiers administratifs à remplir. Les infirmières, c'est 38% de leur temps de travail, c'est devant l'ordinateur. Les internes, ça commence beaucoup. Les repos de garde, pas toujours justifiés, hein. Nous, on a connu ça et maintenant, c'est la loi, donc on est obligé de les appliquer. Par une diminution du nombre de blocs opératoires, ça se voit maintenant depuis le Covid dans les hôpitaux, avec un accès aux blocs qui devient peau de chagrin. Donc, il faut des blocs pour former les internes. L'interne, il est moins bien formé par manque de pratique contrôlée. Par une carence de formateurs, il y a eu 23 PUPH d'ortho qui ont quitté leur poste au cours des 7 dernières années et un tiers n'ont pas été remplacés, souvent faute de candidats. Dernière information reçue cette semaine par le CNOM, il y a 5300 médecins qui ont déplaqué en 2023. Ils ne sont pas partis à la retraite, ils étaient avant l'âge de la retraite, ils ont déplaqué. Sans enseignants ou formateurs, on n'apprend pas notre métier. L'orthopédie, c'est du travail manuel et donc ça s'apprend au jour le jour. L'interne de chirurgie orthopédique, qui doit être en compagnonnage. Moi, j'ai toujours entendu ça et je pense que c'est la qualité de notre formation. C'est pour ça qu'on a d'excellents orthopédistes en France. La pratique, c'est avec son chef de clinique et son patron. La chirurgie, comme toutes les spécialités médicales, nécessite un effort de diagnostic et un choix de thérapeutique adapté. Mais un point supplémentaire qui est indispensable pour toutes les chirurgies, et en particulier l'orthopédie, c'est la réalisation du geste technique. L'habileté, la dextérité, ça s'acquiert avec l'entraînement et la pratique supervisée. C'est de dire l'importance des laboratoires, des simulateurs, des cours sur animal ou des sujets anatomiques. Tout ça, ce sont des points essentiels pour la chirurgie, quelle qu'elle soit, et orthopédique en particulier. Et si vous demandez à votre directeur d'hôpital s'il veut bien se faire opérer par un interne qui n'a été entraîné que sur simulateur, il va vous dire non. Il va vouloir avoir un chirurgien qui a été bien entraîné. Bien, pour être bien entraîné, certes, toutes ces étapes sont indispensables. À Bordeaux, on a la chance d'avoir un laboratoire où je travaille avec Jean-Rodolphe Vigne maintenant, laboratoire que j'ai dirigé pendant 20 ans, et on a des simulateurs, on fait des cours sur animal et on fait des sujets anatomiques et ça permet ensuite de passer à l'homme en toute sécurité. Et ce compagnonnage, c'est notre spécificité et ça s'apprend pas en ligne. Il faut des formateurs et des formateurs de tout sens. Donc, quelques chiffres ici. Aujourd'hui, il y a 90 postes de PU ortho en France. Il y en avait 103 en 2010. Donc, on en a perdu 13. On en a perdu 13 parce qu'on n'a pas de candidats. C'est-à-dire qu'il y en a 2,5 par CHU. L'âge moyen des PUPH est de 53 ans aujourd'hui. Il y a des endroits où il est plus élevé. J'étais à Poitiers pour une expertise récemment. Effectivement, c'est très, très élevé. Mais ils ont réussi à nommer un jeune, là, donc ça va changer leur moyenne. Le nombre d'assistants spécialistes, c'est 72 postes d'assistants spécialistes. 2 par CHU en moyenne, sauf en Île-de-France où il y en a beaucoup plus. Mais il y a beaucoup plus de CHU dans l'Île-de-France. Le nombre de CCA, c'est 138 postes de chef de clinique, 4 par CHU. Dans cette activité d'orthopédie, c'est un nombre qui est relativement faible. Le nombre de PH en orthopédie dans les CHU, il y a 131 postes de PH, dont 5,5 par CHU. Mais les PH n'ont en principe pas de fonction d'enseignement, c'est donc au bon vouloir
des PH qui sont dans les CHU. Certains sont très branchés sur la formation et on les en remercie. Tous ne le sont pas. Donc, ça fait fonctionner l'orthopédie, mais ce n'est pas forcément formateur. Le nombre de MCU-PH est faible, il n'y en a que 10 en France en orthopédie, ils sont plutôt distribués dans d'autres spécialités. En France, maintenant en orthopédie, c'est plutôt un tremplin pour avoir un poste de PU-PH en attendant. Les démissions, je vous l'ai dit, il y a 90 postes de PU-PH, soit 13 de moins qu'en 2010. Il y a eu 31 démissions entre 2012 et 2023, ce qui est quand même énorme. On n'avait jamais vu une telle hémorragie. Et quand on avait posé la question aux gens qui partaient du CHU pour rejoindre en général le secteur libéral, quelle était la cause? La cause principale, c'était l'administratif et l'administration. Ensuite, il y avait la charge de travail qui était très lourde parce qu'il fallait assurer 3 fonctions en même temps. Le salaire arrivait en 4e position et la retraite, qui pourtant est un problème pour les PU-PH, arrivait encore derrière. C'est pour vous dire que le problème n'était pas un problème financier. L'année de départ à la retraite, on le voit en moyenne, cette année de départ pour les PU-PH qui sont actuellement en poste et qui partiront s'ils vont jusqu'à la fin de leur carrière, vous voyez que ça diminue beaucoup. Les années de départ à la retraite sont là. Il y a un manque flagrant à partir de 2030 parce qu'on n'en a pas assez. En pratique, à partir de 2030, on aura donc 90 PU-PH pour 500 internes et 240 CCA en formation. Donc, moins de PU-PH pour former les internes et les CCA d'orthopédie, un PU-PH pour 8 internes ou chefs de clinique. Il y a besoin de former plus d'internes en ortho car la population âgée augmente et le temps de travail diminue. C'est ça le paradoxe. C'est la population, le nombre de patients à traiter augmente et le temps de travail diminue. C'est général. Tout le monde l'a remarqué. C'est comme ça. On ne va pas aller contre, on ne va pas forcer les gens à faire 90 heures par semaine. C'est comme ça maintenant. Alors déjà qu'ils en font 55, quand les autres en font 35 et les contrôleurs aériens en font 28. Je le sais parce que je suis pilote. Donc, il faut augmenter le nombre d'internes en orthopédie et il faut passer au minimum dès maintenant à 150 internes d'orthopédie par an. La formation pratique doit s'ouvrir à des formateurs agréés et la seule possibilité, c'est de les prendre dans le secteur privé sur la base du volontariat, après une formation, bien entendu. Tout cela s'organise. Il faut au moins 90 centres agréés pour la pratique dans le privé, pour toute la France. Ce n'est pas énorme. Il y a 90 départements, ça oblige à ouvrir au moins 1 ou 2 centres dans certains départements. Il faut créer des écoles de médecine privées validantes, sous contrat d'association, pour valider la formation, puisque les universités ne sont pas capables d'en absorber plus parce qu'ils n'ont pas la capacité humaine. Ce n'est pas une question de volonté ou pas, ils n'ont pas cette capacité humaine. Donc l'agrément avec l'éducation nationale, ça devient indispensable. Ça existe déjà. Il y a la fac privée de Lille qui existe depuis des décennies et les grandes écoles de commerce dispensent des diplômes qui sont validants sur le plan national. Il faut conserver la validation universitaire, c'est évidemment indispensable, hors de question. Moi qui ai été universitaire pendant 25 ans, je tiens absolument à ce que la validation soit universitaire pour l'enseignement, c'est le garant de la qualité. Et il faut libéraliser la formation pratique parce qu'on n'a pas assez de bras à l'université. Il faut créer des écoles de médecine privée validantes et les arguments financiers sont faux puisque aujourd'hui, il y a un nombre faramineux d'étudiants français en Espagne, Portugal, en Italie, en Belgique et en Roumanie, qui dépensent des sommes colossales pour apprendre la médecine hors de France, avec des niveaux très très variables, pour rester très poli, sans aucun contrôle de qualité dans certains pays. Donc gardons ces étudiants en France et on les formera chez nous, ça sera nettement mieux. Donc, le rêve, ça serait ça, c'est qu'il n'y ait plus de chirurgiens orthopédistes et que tout se fasse avec un système robotisé, avec un technicien. Mais je pense que ce rêve n'est pas réaliste et qu'il va falloir continuer à former nos chirurgiens orthopédistes. Le compagnonnage, c'est la clé du succès. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser et on vous répondra avec grand plaisir. Écoute, il n'y a pas. Alors, je vois. Bon, merci pour ta présentation qui était très bien. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions en conversation.
Moi, j'ai deux petites remarques à te faire. Non, je regarde les conversations, non. D'abord, ben, tu l'as cité là au début, mais j'ai vu passer dans la RCO un papier là de Pierre Mansat très intéressant qui parlait justement enfin qui avait interrogé les CCA et les docteurs juniors sur l'avenir, sur leur Oui. avenir, Mm. et c'était très intéressant. J'incite les gens là qui sont intéressés par ça à lire vraiment cet article qui est paru récemment, là, je pense il y a un mois ou 2 mois. Et ma deuxième remarque, c'est, tu l'as déjà dit, mais donc les internes de maintenant veulent travailler beaucoup moins, la société a évolué. Et il y a un autre problème, hein, sans faire de misogynie, c'est la féminisation de la profession fait que les femmes orthopédistes souvent travaillent plutôt à temps partiel, Oui, je l'ai souligné certaines, au début. Ouais, je l'ai voilà, dit au début. certaines, et puis surtout ont des carrières aussi plus courtes, c'est-à-dire, ça il faudra le voir peut-être plus tard, mais est-ce qu'une femme va faire une carrière complète de jusqu'à 67 ans en étant hospitalière ou jusqu'à, il n'y a pas de limite, hein, en libéral, je sens, à Alors, mon avis, on a peu d'exemples jusqu'à présent, puisqu'il y avait quelques femmes orthopédistes, mais elles étaient quand même très rares dans le passé. Maintenant, la proportion de femmes en orthopédie augmente tous les ans, mais leur âge est encore jeune. C'est-à-dire la moyenne aujourd'hui des femmes orthopédistes qualifiées et validées, c'est ouais, tu as dit 42 ans, alors que les hommes sont déjà à 42 ans. 50 ans. Ouais. Avec les contraintes qu'elles ont de Oui. maternité, de choses comme ça, qui en plus, si vous voulez, Et elle le impactent. gère bien. Moi, je travaille dans une structure où sur 5, on a une femme orthopédiste et peut-être bientôt deux. Euh, Elles gèrent très bien leur temps de travail parce que je compare par rapport aux jeunes associés que l'on a. Ils se sont tous très bien organisés. Maintenant, même les orthopédistes hommes travaillent 4 jours par semaine, pas 5. Ouais. Donc, les dames souvent prennent parce qu'elles veulent s'occuper des enfants. Mais les hommes aussi, je vois dans notre groupe, nous là, ils vont chercher les enfants à l'école le soir, donc à 17 heures, ils sont plus là. Les seuls qui restent là, ben, c'est les vieux, parce que nous, on a appris à travailler jusqu'à 19 heures ou 20 heures le soir. Mais la façon de travailler a changé. Sans doute qu'ils auront une meilleure qualité de vie. Peut-être que ça va améliorer aussi leur espérance de vie, hein. Là, nous, Tout à on fait. a 6 ans ou 9 ans de moins que la moyenne de la population générale, alors que bah, peut-être qu'en faisant les choses différemment, ce sera possible. Mais tout ça, c'est pas néfaste pour les orthopédistes. Le problème, c'est le nombre. C'est-à-dire que si Oui. on a tout ça, le temps travaillé diminue et donc il faut obligatoirement augmenter le nombre pour pouvoir faire face à la demande qui est exponentielle. Là. Avec les sujets âgés, les orthopédistes, ils ont du pain Oui, sur oui, la planche. quand on regarde les projections, c'est voilà, en 2030, c'est quand même Ça va demain. commencer. Ouais. Ça va Mais commencer. il y a aussi, tu l'as bien dit, le problème de formation universitaire, c'est-à-dire les universités sont pas capables, pas qu'elles le veuillent pas, mais Ah en oui, non, l'état c'est. actuel, elles ont difficilement. Regarde, on prend déjà la simulation qui est devenue obligatoire pour la formation dès le deuxième cycle. C'est obligé, on a discuté avec le collège, on est obligé, si tu veux, de comment dire, de s'allier plus ou moins à de l'industrie pour qu'on puisse offrir une formation technique, sans citer Striker et là-haut, pour offrir une formation technique à nos internes. C'est quand même incroyable, alors que c'est une obligation légale, réglementaire de le faire. Les universités ne sont pas capables de nous le fournir. C'est quand même incroyable. Oui. Oui, non, à Bordeaux, on a réussi à avoir des stations de simulation avec même de la réalité augmentée. Et donc, mais c'est un investissement important. On a eu la chance d'avoir des doyens qui étaient ouverts à cela. Et donc, le laboratoire a été entièrement orienté sur ça. Moi, je l'avais entièrement dessiné pour ça parce que avant, on faisait plus de chirurgie animale. On faisait beaucoup de tests pour les INSERM et tout ça. Tous ces tests animaux ont disparu parce qu'ils les font sur cellules. Non, il n'y a que l'entraînement. Donc, les vétérinaires ont besoin de s'entraîner, les chirurgiens ont besoin de s'entraîner. Mais les simulateurs, c'est une bonne étape parce que ça permet d'épargner des animaux ou des sujets Bien sûr, anatomiques jusqu'à un bien certain sûr. stade. Une fois qu'on a acquis le stade, et bien après, il faut passer au vrai parce qu'on s'en rend compte tous les jours que le simulateur, c'est pas suffisant. Hein, ça ne Non, représente non, pas mais la il faut du réalité. compagnonnage, comme tu l'as bien dit, Et, il faut du compagnonnage. voilà. Et la dextérité peut s'acquérir avec le simulateur. Donc ça, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah écoute, je crois que tout le monde est en train de, tout le monde est en train de Parti déjeuner. manger. Oui.
je crois qu'on n'a pas eu de personne. Alors, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de participants, il y a marqué 3, peut-être que c'est toi et moi compris, donc il n'en reste pas beaucoup. Mais comme ça a été enregistré, je pense qu'on aura des commentaires secondairement. Hein, voilà. Sûrement. OK. Hein, donc, écoute, Jean-Charles, je crois qu'on va clore. Hein. Merci Merci de ta beaucoup. présentation. Ah, Ah, pardon, il y a des questions. Ah, alors, les questions, c'est où je vais? Je vais dans conversation? Ah, d'accord. Ah, bah, ça me rassure quand même. Mais les questions, je ne les vois pas encore. Hein. ouais. D'accord, merci. Ça va On apparaître à l'écran. patiente alors. Ouais. En attendant, Jean-Charles, il serait bien que cette présentation, tu avais pu la faire au SNCO l'année dernière Non, ou pas du tout, non, non? non, non, j'avais pas pu parce qu'il y avait un problème de temps, je sais pas. Ouais. Bon, et J'avais pas pu. si tu as la disponibilité, c'est le mardi 12 de la faire, ce serait très bien, je pense, tu sais, dans la séance professionnelle. Oui, 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 oui. Hein? Alors, il y a une question, là. Former les internes dans le privé, tout à fait d'accord, mais qui paye ces internes? Ah, alors ça, ça fait partie des choses qu'il faut établir. Nous, dans les cliniques sur Bordeaux, parce que je me suis renseigné, il y a des spécialités où ils acceptent que les internes aillent dans le privé. Nous, en orthopédie à Bordeaux, il y a un blackout lié à des gens, mais il y a d'autres endroits où ça se fait. Par exemple, à Angers, avec Henri Parent, il y a un partage même des chefs de clinique entre l'hôpital et la clinique, et ça se passe très très bien. Et donc, les internes sont payés en principe par la structure privée pour une part, et l'autre part peut être payée par l'hôpital, puisque l'hôpital a une dotation pour payer ses internes. Mais en général, c'est plutôt partagé. Donc, à la clinique où je suis, effectivement, quand on a des internes, on leur paye une partie de leur salaire, une partie Moi, majoritaire. je rebondis sur cette question parce que longtemps, alors tu vas me donner ton avis, le problème quand même de l'activité des internes dans le privé, c'est la responsabilité médico-légale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut former correctement, aussi bien correctement si tu veux, dans une structure privée que dans une structure publique, en sachant que dans la structure privée, si le responsable senior fait opérer l'interne, c'est sa responsabilité, c'est la sienne de responsabilité qui est engagée dans le libéral, alors que dans le public, c'est la responsabilité administrative, ce qui est quand même pas pareil, sauf faute gravissime de l'interne. Est-ce que tu ne crois pas que ça reste quand même, à mon avis, un facteur limitant pour la Alors ça, formation c'est un des internes, en facteur dehors limitant. du côté enseignement, qui n'est pas pareil, mais sur le geste technique lui-même, tu vois? Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec la Sofcote et Orthorisk, on fait des réunions très régulières sur les assurances. Il y en avait une encore hier. J'étais avec Eric Benfresh en ligne. Ouais. Et c'est la MACSF, pour ne pas la citer, est une assurance qui assure les internes qui viennent faire leur stage dans le privé pour leur permettre de pouvoir opérer et s'il y avait un ennui, de pouvoir également les prendre en charge. Donc ça, c'est officiel, ça existe depuis 3 ou 4 ans. Et je crois que la médicale est en phase pour proposer la même chose, mais ce n'est pas encore officiel. Et à la MACSF, c'est certain, c'est officiel. Alors, il y a quelques questions, c'est bien. Donc, je vais te dire, là, on a un confrère, là, Pascal Richard, qui te félicite. Mais que penser de cette attitude qui fait que les internes s'engagent de plus en plus tôt dans l'hyperspécialité, ce qui à terme va poser plus encore le problème de compétences réelles pour gérer le tout venant, y compris les gardes. Il a raison. Ça c'est un problème. Il y a c'est comme nous, hein, il y a des internes et d'abord on les oblige même à choisir, je crois, derrière le premier ou le deuxième semestre leur filière, ce qui est quand même un peu, surtout pour les hôpitaux généraux, c'est un gros problème parce qu'ils se retrouvent hyper spécialistes du pouce gauche, pour pas le dire, et ils n'acceptent pas de faire la traumatologie du membre inférieur ou la traumatologie de l'enfant, de base. Si ça se fait dans tous les hôpitaux, moi j'ai toujours été opposé à ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a souvent membre sub, membre inf, et en général, les internes, quand ils finissent leur internat, savent faire la traumatologie, parce qu'en gros, c'est ça, c'est la prise de garde. Oui. Le reste, la prise de garde, membre sub, membre inf se fait en orthopédie. Le problème, c'est le rachis.
Et donc, il y a finalement, sur les 27 CHU français, je crois qu'il y en a qu'une dizaine où on fait le rachis en orthopédie. Les autres, c'est essentiellement les neurochires qui les font. Oui, Et donc, ça, c'est un choix des universitaires d'orthopédie dans les CHU de ne pas faire de rachis et d'avoir laissé ça aux neurochirurgiens, ce qui peut tout à fait se concevoir. Mais les neurochirurgiens ne font pas la déformation, sauf quelques rares exceptions, ouais, ouais, ils que font je pas les, connais, 4 ou 5. ils Et font pas les donc, scolioses dégénératives, les choses comme ça, ils savent pas faire. voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir discuter au niveau de la Sofcote, du syndicat et toutes ces choses-là, parce que je suis tout à fait d'accord, les orthopédistes, quand ils finissent leur internat, doivent savoir faire tout le basique urgent. Donc, Bien sûr. les fractures de membres sub, les fractures de membres inf, les luxations de toutes sortes, mais savoir faire également une sciatique paralysante. On ne leur demande pas de savoir faire une scoliose en finissant l'internat. Donc, Tout à fait. mais de faire des choses basiques, c'est pas plus compliqué de faire une hernie discale que de faire une fracture supracondylienne du fémur en plein de petits morceaux. Hein. C'est même plus facile de faire une sciatique. Donc, Non, on est je d'accord. crois que cette formation généraliste doit rester. Moi, j'ai toujours été pour. Ce n'est qu'à partir du clinica qu'on doit commencer à se spécialiser. Et après, quand on s'installe, tout dépendra ensuite de l'installation. Effectivement, dans un hôpital périphérique, ça sera peut-être un peu plus large que quelqu'un qui va s'installer dans une clinique où il va faire de la chirurgie de ligamentaire du genou, point barre. C'est ça. Très, très bien. Alors, une question là d'un confrère. Est-ce que le fait de transformer des CHR en CHU pourrait combler le manque de formation? Alors, il y a le CHR, comment il s'appelle? Il y en a un là, qui a été transformé dernièrement, c'est Angers? Non, c'est pas Angers. Il y a un CHR qui est devenu CHU là, dernièrement. Oui, Je ouais, suis pas sûr. dernièrement, Il y avait à Le côté de Mans, mais Paris, là. C'est pas Angers, mais c'est ce qui était un gros CHR avant. C'était et un Le gros Mans, qui était CHR. un très très gros CHR, c'était Le Mans. Mais Ben, autrement, oui, mais c'est pas Le Mans, c'est un autre à côté qui est devenu c'était pas CHU. Orléans alors. Orléans, voilà, Orléans est devenu CHU. Ouais. Mais le Le problème, problème, enfin, c'est pas de devenir CHU. Le problème, c'est d'avoir des formateurs. Et on n'a pas forcément besoin d'être, ou bien alors il faut créer des formateurs universitaires pratiques. Je veux dire, devenir professeur aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire que les candidats, ils refusent d'aller jusqu'au bout. D'avoir un nombre de publications avec des points SIGAP, SIGREC, on ouais, les appelle comme on veut, d'avoir une thèse de science, d'avoir été un an à l'étranger quand vous avez 35 ans et que vous avez déjà femme et enfants, c'est quand même relativement compliqué. Il y a tellement de conditions mises en place qu'on manque de candidats. Mais si les conditions étaient orientées uniquement sur la partie enseignement et formation pratique, c'est ça dont on a besoin. C'est plutôt des professeurs associés d'orthopédie, des gens qui au quotidien seraient capables de former. On n'a pas besoin d'avoir des intellectuels très tout poussés. à On a fait. besoin d'avoir des gens qui connaissent le métier, qui le font bien et qui analysent ce qu'ils font. C'est ça aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens n'analysent pas ce qu'ils font. Je pense qu'un formateur doit analyser ses résultats. Donc, obligatoirement, mettre ses patients dans une base de données, ce qui va lui permettre d'avoir un retour d'expérience et qui permet de s'améliorer et qui permettra en même temps d'ailleurs aux internes et chefs de clinique qui pourront venir chez lui de pouvoir faire leurs travaux de thèse, de mémoire et autres en ayant une base de données qui soit digne de ce nom. Là, je viens de faire un symposium pour la Sofcode, j'en ai un autre à faire pour la SFCR. Et la base de données, c'est ce qui pêche. C'est-à-dire qu'au départ, on partait avec 700 sujets, puis à la fin, on arrive avec 300, puis sur les 300, il y en a 200 qui sont incomplets. Donc c'est ça. C'est quelqu'un qui doit être formateur et il doit aussi suivre les règles pour pouvoir être un vrai formateur. Les gens qui n'ont jamais de complications, on sait très bien que c'est des menteurs, ça n'existe pas. Exactement. Bon, il y a un commentaire là d'un confrère. Les universités privées, par exemple, l'UMCH d'Hambourg, que je ne connais pas, est accréditée et se situe devant plusieurs universités françaises. C'est une structure privée. Une filiale de l'université de Targu Mures en Roumanie également. Donc, il est vrai qu'en Europe, il y a certaines, comment dire, c'est un système qu'on n'a pas en France. Il y a donc, à part, tu dis, à Lille,
Il y avait aussi à un certain moment Saint-Joseph à Paris. Il y avait aussi des internes Saint-Joseph à Paris, mais ça a disparu, ça, je crois. Non, non, Saint-Joseph, c'est un PSPH. Et donc, ils étaient autorisés à recevoir des internes, tout à fait. Mais est-ce Mais que eux, parce qu'à certains moments, ils étaient hors filière de l'internat, DES, ça dépend du et responsable du desk. Ça ne d'accord. dépend que du responsable du desk, en fait. À Lille, c'est une université privée qui existe, catholique, qui existe depuis très longtemps. En Italie, Humanitas, qui est dans le nord de l'Italie, a vraiment un centre de formation absolument Ouais. extraordinaire. Moi, j'y suis allé déjà opérer, faire des cours. Moi, je valide pour cette université à Turin, je valide pour Milan. Et en France, on a une espèce de dogme là qui est un petit peu dépendant de l'humain, hein, parce que c'est les responsables de desk hein, qui permettent de définir des centres. Mais il faudrait faire un vrai cadre pour toute la France qui serait valable et ne pas laisser des particularités, parce que la loi l'autorise, mais elle n'est pas mise en place. Alors, un commentaire un peu, comment dire, un commentaire un peu vindicatif d'un collègue qui dit: c'est un paradoxe de dire que les internes travaillent beaucoup, ce qu'on le sait, et de dire que le repos de garde sont parfois non justifiés. Alors moi, avant que tu répondes, je dis quand même que moi, bon, j'ai aussi un peu de bouteille. J'ai pris ma garde, j'ai pris la garde pendant longtemps, jusqu'à plus de 65 ans. Il est vrai que pour la sécurité, c'est quand même bien que le lendemain, les internes, quand la garde a été compliquée, ou les anesthésistes qui puissent aller se reposer. Le problème qu'on a, nous, d'internes, c'est que à chaque fois qu'on parle repos de sécurité, on perd en formation. On est bien d'accord, même si le lendemain, mais tu perds en formation aussi bien théorique qu'en formation pratique. Donc c'est vrai que pour la formation, comme en plus on a perdu un an, puisque maintenant on peut s'installer à la fin de la deuxième année du docteur junior, c'est encore plus compliqué à mon avis de former bien un interne. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, tout à fait. Le problème du repos de sécurité, c'est de ne pas opérer. Donc ça, on est d'accord. Il ne faut pas opérer parce que là, c'est là qu'on prend des décisions et qu'on peut mettre la vie en jeu. Mais par contre, de suivre un enseignement le lendemain de la garde, c'est pas interdit. Tout dépend de la difficulté de la garde. Il y a des gardes où l'interne peut dormir 6 heures la nuit, ça va très bien. Quand les internes sont en double, il y en a un qui travaille et puis l'autre qui est là en cas de besoin. Il est plutôt d'astreinte d'ailleurs. Ça doit être au cas par cas. Mais c'est vrai que nous, on a connu l'interne qui travaille 80 à 90 heures par semaine. Hein. Et maintenant, c'était trop, c'était pas sécurisé, c'était sans doute pas bien. Et donc, de l'avoir diminué pour le contrôler, ça me paraît une avancée. Mais il ne faut pas aller en sens inverse non plus, quoi. Il faut quand même 35 heures par semaine, c'est pas suffisant, quoi. Pour Non, je former suis un bien d'accord. chirurgien, voilà, il faut 50 heures, c'est le minimum pour avoir une formation correcte. Enfin, à l'hôpital, théoriquement, un DPH, c'est 40, 44, enfin 48 heures. Hein, voilà, les internes travaillent plus, c'est vrai. Alors, un petit commentaire là aussi. Que dire des faiseurs fonction d'internes, stagiaires associés et des lauréats des EVC, c'est évaluation là, des compétences, que beaucoup de CHU refusent de les prendre, voire même de les former alors qu'ils sont installés en France et traitent les Français. Alors, moi, j'ai un petit commentaire parce que je fais partie là, pour l'Ordre des médecins de la commission, comment dire, d'autorisation d'exercice. Je répondrai à ce collègue que je pense quand même qu'il faut qu'il y ait une évaluation des compétences avant d'autoriser et de donner un blanc-seing à l'ensemble, même sans faire de xénophobie, hein, donner l'ensemble, la totalité, comment dire, de l'exercice complet à un chirurgien. On est obligé quand même de contrôler un peu les. Hein, qu'en penses-tu, toi qui es universitaire? Ah ben moi, ce que je pense, et quand j'étais au CNU, je l'avais demandé, mais ça n'a pas été pris. Alors, je l'avais demandé un petit peu en étant provocateur pour les professeurs qui venaient passer le concours. Je dis parce que on pourrait venir passer le concours en étant aveugle manchot. Si on a fait tout le parcours qui est prévu, on pourrait être nommé professeur quand même. Mais je pense que ce qui manque dans cette évaluation, c'est une évaluation pratique. Moi, je me proposais toujours aux candidats de venir avec moi au bloc et on voit tout de suite quand on a quelqu'un au bloc avec soi si il a la dextérité, l'habileté, le sens chirurgical et de vouloir donner des autorisations à des gens basées uniquement sur des papiers
dont parfois la véracité est difficile à prouver, c'est pas la meilleure solution. Moi, je pense que la formation pratique, si on a peur de prendre des gens au bloc, eh bien, on peut les amener au laboratoire, hein. On peut travailler sur un sujet anatomique, on peut travailler sur animal, mais le passage au bloc avec un chirurgien en face qui vous sert d'aide serait absolument indispensable dans ces qualifications. Il y a des gens qualifiés qui viennent de partout et qui peuvent faire d'excellents chirurgiens en France, mais il faut les valider. Je suis d'accord avec toi que la validation, c'est la clé du problème. Et qu'aujourd'hui, l'administration nous pousse beaucoup quand on fait ce concours national là, à Paris, là, tout près Ouais. d'Orly, à valider des gens basés uniquement sur du papier. Non, non, moi je trouve ça totalement anormal. Alors si c'est valable pour certaines spécialités médicales, je veux bien, mais même ça, j'en doute, parce que la pratique au lit du malade, c'est quand même très important. Et alors en chirurgie, c'est une aberration de vouloir valider des gens sans les avoir vus travailler et avoir travaillé avec eux. Ce n'est pas possible. Alors, je complète un peu parce que dans la commission, quand même, souvent, hein, quand on voit là des dossiers, on demande un parcours complémentaire de formation qui se fait la plupart du temps enfin, où on demande à la personne pendant 1 ou 2 ans d'aller dans un CHU pour être formé. Le souci, c'est que certains, comment dire, de ses confrères ne sont pas reçus et ne sont pas forcément formés, si tu veux, par les CHU. Ça pose un problème qu'on a soulevé avec la DGOS, c'est que de temps en temps, parce que ces praticiens, quand on les voit une première fois à la commission, on leur demande un parcours complémentaire et on les revoit à la fin du parcours 1 ou 2 ans après. Et de temps en temps, hélas, alors que ça a été, comment dire, demandé par l'ARS et que même éventuellement comme c'est soumis en fait financièrement au CHU dans lequel il est envoyé, de temps en temps les CHU le refusent. Donc ça pose quand même un petit problème, si tu veux, voilà. Bon. Alors une autre question là. Bonjour, ce n'est pas que les femmes, les jeunes chirurgiens orthopédistes que je recrute me demandent d'emblée 80% et j'accepte car je n'ai plus le choix. Ben, on est bien d'accord? Ça, tu l'as dit. Ah oui, oui, ça, je l'ai dit, c'est égalité parfaite homme-femme aujourd'hui, hein, ça, alors là. Ouais, dans ça, on peut pas. C'est la société, hélas, a un peu évolué et il faut faire avec. Hein, mais bon, c'est sûr que c'est consommateur énormément de temps. C'est Alors, pour ça qu'il faut augmenter le nombre. une autre petite question encore. Donc là, il y a des remerciements. On te dit bien merci, tout ça. Euh, alors, il y a quelqu'un qui nous dit comment faire de la formation en privé. Ça existe, hein, la formation en privé. Moi qui viens de Lyon, je sais que par exemple, au centre Santi, que tu dois connaître au moins de nom, Bien. il y a beaucoup d'internes qui sont là-bas, ils sont agréés, ils sont formés localement. Donc, c'est possible. Après, c'est vrai que c'est une volonté du doyen et puis peut-être du responsable, comment dire, de la Du desk. spécialité et que ça doit se faire. À Nantes aussi, ça existe. Hein, donc, chez toi, à Bordeaux aussi, mais à Nantes aussi, en particulier en chirurgie de la main, il y a beaucoup Ah non, en d'internes qui vont se orthopédie à former. Bordeaux, ça n'existe pas, non, par une volonté du responsable du desk. Mais à Angers, Ah, ça existe. Il y a d'autres endroits où ça existe. alors, des remerciements. Alors, une question. Que doivent faire les chirurgiens libéraux pour accompagner des internes ou des CCA motivés? Eh bien, réponds, hein. Donc, je pense que Ah oui, c'est leur proposer de venir les voir. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir, parce que quand ils sont en formation, il faut que l'université les valide pour qu'ils viennent se former. Et puis ensuite, il faut avoir cette couverture de responsabilité civile professionnelle par l'assurance. Donc, la MACSF le fait maintenant. Et ça permet d'avoir des gens à qui on peut donner. Vous n'allez pas leur donner, ça sera sans doute pas autant que dans un CHU où le chef de clinique est totalement libéré de toute contrainte, ou bien alors, s'il prend la responsabilité d'une chirurgie, c'est lui qui va endosser les conséquences de la chirurgie, comme c'est le cas en CHU d'ailleurs, mais la protection est beaucoup plus importante sur le plan administratif quand vous le faites dans un CHU. Mais si vous le faites en privé, en étant chef de clinique, vous pouvez opérer. Il y a beaucoup de gestes chirurgicaux qui peuvent être faits sans prendre de risques majeurs quand même, hein. tout Et à fait. pour les internes, ça doit toujours être contrôlé par le moniteur, par le formateur. Il doit être présent, il doit être là, il doit accompagner le geste. C'est une vraie formation. Et là, l'obligation est absolument à 100%. Alors, un petit commentaire, là, c'est un raisonnement budgétaire qui pousse les responsables à diminuer le nombre d'internes et de chirurgiens, je pense. La solution serait de recruter des chirurgiens ailleurs. Ils n'en Voilà. ont pas ailleurs.
Ils n'en ont Ouais. pas plus ailleurs. Moi, je vois en Belgique, ils ont le même problème. J'ai un Belge en ce moment, j'ai un Italien qui va arriver. J'ai en permanence, moi, deux étrangers qui viennent, puisque à Bordeaux, ils ne veulent pas nous en donner. Eh bien, et ils ont le même problème dans les autres pays. Ils manquent de tout vivre. En Allemagne, c'est un manque absolument incroyable. Donc, on ne peut pas les piquer ailleurs parce qu'ils n'en ont pas plus que nous. Alors, une autre question, mais qu'on a déjà évoquée. Vous n'avez pas évoqué le problème de la surspécialisation des femmes en chirurgie de la main ou du pied, très souvent qui pourrait poser le problème de la chirurgie plus lourde physiquement et qui n'est pas compatible avec une activité dans les petits hôpitaux généraux. Problème également de la traumatologie pour les femmes jeunes au CHU en âge de procréation difficilement compatible avec une irradiation régulière. C'est vrai. Et on a répondu, Ce en sont fait, des tu as petites, répondu. Hein. oui, c'est des petites limitations, ça. Moi, je connais des femmes orthopédistes et je connais des hommes orthopédistes qui sont pas capables de déluxer une prothèse de hanche sans anesthésie parce que c'est trop dur à tirer dessus. Et il y a des hommes qui n'y arrivent pas et des femmes non plus. Donc là, après, la technique vient à notre secours. Hein. Si l'anesthésiste vous le curarise, vous allez y arriver. Et pour faire alors c'est vrai que des chirurgies plus complexes, type une scoliose par exemple, c'est une chirurgie qui est fatigante, ça dure longtemps. Et donc, c'est physiquement, c'est plus éprouvant. Mais moi, j'ai une de mes collègues qui fait des scolioses, elle fait ça très très bien et ça se passe bien. Et là, d'ailleurs, en tant que représentant des syndicalistes, je pense qu'il faudrait que l'on fasse une demande auprès de la CPAM pour que des chirurgies complexes, des reprises de hanches complexes, toute chirurgie complexe qui dépasse 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures puisse se faire à deux parce que les Canadiens ont parfaitement montré que dans ces chirurgies compliquées, quand on les fait à deux, ça va plus vite, le taux d'infection est plus faible et donc c'est mieux pour le patient. Ça saigne moins. Donc c'était quelque chose qu'il faudrait également prendre en compte. Moi je n'ai pas l'impression que la féminisation en orthopédie entraîne une limitation des capacités à traiter les patients. Les femmes s'en débrouillent très très bien et puis avec d'un bon apprentissage, des bons formateurs, elles font exactement la même chose que les garçons en face. Hein. C'est pas et par exemple, alors souvent on cite l'exemple de couper les tiges. Quand on fait de la scoliose, couper la tige, effectivement, c'était un exercice assez compliqué avec des pinces Monseigneur. Là, maintenant, il y a des coupes-tiges qui se mettent sur la table et puis mes ibodes, elles coupent les tiges et en plus, elles sont mieux coupées qu'avant. Donc, il y a toujours une solution technique pour résoudre les problèmes. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que c'est plus la surspécialisation sans notion de sexe qui est le problème, Ouais, je pense. ouais. Plus que ça. Alors, on a un petit commentaire là. Oui, il va falloir faire vite parce qu'il est 13 heures, donc on va avoir notre créneau qui va à s'arrêter. 13h15, on a jusqu'à 13h15, donc on peut continuer, à moins que tu sois. Alors, mais c'est bien. Alors, le petit commentaire, c'est mais ce n'est pas bien de faire pardon. Oui, ce n'est pas bien de faire ce que l'on sait bien faire. Et les urgences sont souvent différables et faites de jour dans de bonnes conditions. Je suis d'accord avec le commentaire de cette consoeur, mais bon, il y a quand même des urgences la nuit, une luxation avec une paralysie du nerf, une fracture très ouverte ou une plaie articulaire ou je veux dire un syndrome, je sais pas, un syndrome périnéal ou une paralysie qui Oui, bien arrête, sûr. qui nécessite quand même un geste la nuit. On est bien d'accord que opérer la nuit, on n'est pas dans les meilleures conditions, aussi bien pour le chirurgien que pour l'équipe, et qu'on diffère le plus possible. Mais il y a hélas de temps en temps des choses qu'on est obligé de faire la nuit. Hein. On est bien Bien sûr. d'accord. Oui, oui, 100% d'accord. On peut rester jusqu'à 10. D'accord. Merci Alors, Alex. il y a un commentaire là. Merci pour votre présentation. Qu'en est-il des PADU? Sont-ils comptabilisés dans le système de formation et compatibles à cette formation? Merci de votre réponse. Alors, les PADU, dans les chiffres que j'ai donnés, n'y étaient pas, bien entendu, parce que c'était tous ceux qui avaient passé l'internat et qui étaient donc comptabilisés. Mais les PADU, après, dans les formations, souvent, comme tu le disais, on leur demande de faire des formations complémentaires parce que leur formation initiale ne couvrait pas tous les domaines. Et lorsque on leur demande de faire ces formations complémentaires, il faut que ce soit une formation bien encadrée. Il ne faut pas qu'ils soient dans un service sans faire ce qu'on leur demande de faire pour valider ça. Alors là, moi, j'ai Mais tu constaté dis ça. qu'ils sont pas dans tes chiffres, ils sont pas dans les chiffres peut-être comment dire, pas dans les chiffres de la Softcode, mais dans l'ordre des médecins, dès qu'ils ont en fait le plein exercice, hein, les PADU, dès qu'en fait ils sont inscrits à l'ordre,
Ceux qu'on n'arrive pas à connaître, c'est ceux qui travaillent à l'hôpital non inscrits encore à Oui, c'est l'ordre, ça. parce qu'ils Ouais. ne sont pas encore le plein exercice. Et Donc, il ceux y a qui une sont partie inscrits à quand l'ordre, même. oui. Et ceux Voilà. qui sont inscrits à l'ordre, ils ont le statut orthopédiste. Pour nous, on ne fait Absolument. pas la différence là. Alors, ça, on avait déjà répondu. Ça, c'est déjà répondu. Les universités en un. Alors, les internes s'engagent plutôt. Ça, on a répondu aussi. Je reliste un peu, voir si j'ai rien oublié. Mais ça, c'est bon. Bonjour, ce n'est pas que les jeunes chirurgiens orthopédistes que je recrute. Ça, c'est déjà vu. Merci pour votre présentation. Ça, c'était la rémunération dont on avait dit. Il y a des remerciements. Et ça, tu as répondu. Écoute, honnêtement, Jean-Charles, merci. Hein. Je pense qu'on a répondu à la grande. Tu as de très grands remerciements de la part de la majorité. Hein. Merci donc de ta présentation et je crois qu'on va conclure. Hein. OK, mais il Voilà. serait bien que, voilà, à ceux qui nous écoutent, on pourra rediscuter à la séance professionnelle qui se déroulera le 12 novembre prochain à la Sofcote. Hein. Ça permettrait d'avoir encore plus peut-être d'éléments parce que tu compléteras peut-être avec d'autres chiffres et de pouvoir en discuter. Voilà. Donc, on Entendu. va rendre l'antenne. Merci Merci à beaucoup. FNC Productions, merci donc à l'orateur et merci à ceux qui nous ont posé toutes ces questions. À Bonne bientôt, journée. bon week-end.